Il existe un phénomène que j'observe fréquemment chez des personnes hautement intelligentes, réfléchies, parfois très lucides sur elles-mêmes. Un phénomène qui, au premier abord, semble paradoxal. Plus la situation devient claire, plus l'angoisse augmente. Intuitivement, on s'attendrait à l'inverse. Plus je comprends, plus je vois clair, plus la situation devrait s'apaiser, plus de clarté devrait produire plus de calme, plus de lucidité devrait amener plus de stabilité. Plus de compréhension devrait produire plus de liberté. Et pourtant, dans certaines situations, relationnelles, professionnelles, existentielles, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus la clarté augmente, plus une forme de tension apparaît. Cette tension peut être diffuse, difficile à nommer, ou au contraire très précise, très localisée. Comme si voir plus clair ne soulageait pas, mais déstabilisait. La première tentation face à ce phénomène est de chercher une explication psychologique ou émotionnelle. On pourrait dire par exemple que la personne a peur, qu'elle résiste, qu'elle n'est pas prête, qu'elle fuit la vérité ou qu'elle n'assume pas. Mais ce type d'explication passe à côté de l'essentiel. Dans les situations dont il est question ici, il ne s'agit pas d'un problème émotionnel, mais d'une organisation perceptive précise. Une organisation qui a une fonction, et tant que cette fonction n'est pas vue, le phénomène reste incompréhensible. La confusion dans ces situations n'est pas simplement un manque, elle joue un rôle silencieux, implicite, rarement reconnu comme tel. La confusion permet de maintenir certaines positions que la clarté rendrait intenables. Le flou permet, par exemple, de rester dans une relation sans se décider, de garder certaines options ouvertes sans s'engager, de différer certaines prises de décision, ne pas renoncer, ne pas trancher, ne pas assumer certaines conséquences. Autrement dit, le flou permet de maintenir des zones intermédiaires, ni totalement claires, ni totalement opaques, des zones où certaines contradictions peuvent coexister sans être remises en question. Le flou permet de rester entre deux décisions, entre deux identités, entre deux vérités, entre deux engagements. Ce n'est pas une position confortable, mais c'est souvent une position supportable. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut donc changer de niveau d'observation. Il faut quitter les questions centrées sur le vécu, comme par exemple « Pourquoi cette personne a-t-elle peur ?» et déplacer l'attention vers la structure. Qu'est-ce que la confusion permet de maintenir? Quels entre-deux, quelles incohérences la clarté rendrait impossible à soutenir? Et lorsque la clarté augmente, réellement quelque chose change de manière radicale. La zone de flou intermédiaire se réduit et avec elle, certaines positions implicites deviennent visibles. Les ambiguïtés ne tiennent plus, certaines options cessent d'exister, certaines non-décisions deviennent intenables, pas parce qu'on les analyse, pas parce qu'on les cherche, mais parce qu'avec la clarté, il n'y a plus de vérité hors champ. La clarté n'oblige pas à agir, mais elle retire la possibilité de ne pas voir. Et c'est ça qui crée de la tension. Non pas la clarté elle-même, mais ce que la rend impossible à maintenir. Et c'est en ce sens que la clarté peut devenir menaçante. Pas parce qu'elle révèle une vérité vraiment dramatique, mais parce qu'elle retire certaines possibilités de maintien. Elle retire la possibilité de rester sans réellement choisir, d'espérer sans regarder les implications réelles, de participer sans s'exposer, d'agir sans assumer les conséquences. Le flou agit alors comme un tampon perceptif. Tant que la confusion est là, le système respire, la pression est contenue, l'engagement reste suspendu. C'est pourquoi, paradoxalement, plus de clarté peut générer plus d'angoisse. Prenons un exemple simple. Une personne est dans une relation qui ne lui convient plus vraiment. Elle le sait depuis longtemps, intellectuellement. Elle peut l'expliquer, elle peut l'analyser, elle peut en parler longuement. Mais tant qu'il subsiste une ambiguïté perceptive, tant que quelque chose reste flou, la relation peut continuer sous cette forme. Mais le jour où la personne voit clairement, non pas qu'il y a un problème, car ça elle le savait déjà depuis longtemps, mais quelles sont les positions implicites qu'elle maintient, alors quelque chose change. Non pas sur l'autre, mais sur sa propre position. Certaines attentes implicites deviennent visibles, certaines tensions jusque-là tolérées deviennent nettes, certaines incohérences cessent d'être amorties. Et ce moment peut produire de l'angoisse.
Cette angoisse, ce n'est pas un signe de régression, ni un signe de fragilité. Elle indique qu'une organisation perceptive est en train de se modifier, et plus précisément qu'une fonction protectrice est en train de perdre en efficacité. À ce stade, beaucoup de personnes tentent inconsciemment de ralentir la clarté. La confusion n'est donc pas simplement subie, elle est aussi maintenue de manière implicite. Non pas par mauvaise foi, non pas par goût pour la confusion, mais par autorégulation. De nouvelles explications apparaissent, de nouvelles nuances, de nouvelles lectures, parfois même de nouvelles confusions. Non pas pour fuir la vérité, mais pour essayer de protéger une identité encore indécise, une position intermédiaire, une image de soi, une relation, un rôle, une forme de sécurité implicite. Et tant que cette fonction de protection n'est pas vue, la confusion reste nécessaire. Elle permet de maintenir une zone intermédiaire supportable. Et c'est ici que la compréhension peut devenir une véritable stratégie. Une stratégie subtile, élégante, socialement valorisée. On cherche à clarifier davantage, à comprendre mieux, à analyser plus finement, à poser des mots toujours plus précis. Mais ça ne fait qu'augmenter la pression, car le problème, ce n'est pas un manque de clarté intellectuelle. Le problème réside dans ce que la clarté implique. Et la clarté dont il est question ici, ce n'est pas la clarté intellectuelle. Comprendre une situation, mettre des mots dessus, l'expliquer, la relier à des concepts, tout ça peut se faire sans modifier profondément la perception. La clarté perceptive, elle, modifie ce qui était tenu dans l'ombre. Elle transforme la relation à la responsabilité au sens structurel. Voir clair, c'est souvent ne plus pouvoir se raconter certaines histoires. Et ça peut être vécu comme une perte parce que certaines positions implicites deviennent intenables. Il n'est plus possible de se dire engagé sans mesurer l'impact, se dire clair sans voir certaines attentes, se prétendre libre sans reconnaître certaines contraintes. L'angoisse liée à la clarté est souvent mal accueillie. Elle est perçue comme un problème à résoudre, un symptôme à apaiser, un signal à faire taire, alors qu'elle est, dans ce contexte précis, un indicateur de déplacement. Elle indique que la perception est en train de quitter un ancien équilibre et il est crucial de ne pas confondre ce moment avec une nécessité d'agir, de décider ou de changer quoi que ce soit. La clarté perceptive ne demande pas d'action immédiate, elle demande simplement à être reconnue pour ce qu'elle est. Car ce qui génère la plus grande tension, en réalité, ce n'est pas la clarté elle-même, mais la tentative de restaurer l'ancien équilibre tout en voyant ce qui le rendait possible. Voir clairement une situation et maintenir en même temps l'organisation qui la rendait supportable est souvent impossible. C'est pourquoi certaines personnes, sans le savoir, reviennent à une forme de confusion maîtrisée, une confusion plus confortable qu'une clarté qui oblige à voir les implications. Ce phénomène est fréquent chez des personnes très intelligentes, très lucides, capables de compréhension fine, souvent exigeantes avec elles-mêmes. Leur capacité d'analyse permet de rester très longtemps dans un flou conceptuel sans que la perception ne se déplace réellement. Elles comprennent, mais elles ne voient pas encore. Et lorsque la vision arrive, elle surprend. Lorsque la fonction protectrice de la confusion devient visible, un basculement s'opère. La confusion cesse d'être un refuge et la clarté cesse d'être une menace. La situation devient plus stable, même sans décision immédiate. La personne peut alors voir clair, sans se sentir poussée, sans se sentir forcée, sans se sentir en danger. Et c'est souvent à ce moment-là que la situation commence à se transformer. Non pas dans le sens d'une résolution immédiate, mais dans le sens d'une ouverture. Cette ouverture n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est souvent discrète, presque silencieuse, mais elle modifie profondément la manière dont la situation est vécue. Et si une clarté nouvelle génère de l'angoisse plutôt que du soulagement, il peut être utile de reconnaître que la clarté ne force rien. Elle n'impose aucune décision. Elle n'oblige à rien. Dans un premier temps, le système cherche simplement à être vu. La clarté met fin à un ancien équilibre, mais cela ne se traduit pas nécessairement par un bouleversement immédiat. En conclusion, ce déplacement perceptif n'invite pas à chercher plus de clarté.
Il invite à regarder autrement la confusion, à ne plus la considérer comme un défaut à corriger, mais comme un indice de ce qui est protégé, un indice de ce qui ne peut pas encore être lâché, un indice de ce qui devient trop engageant lorsqu'il est vu. Et lorsque cette fonction devient visible, la confusion n'a plus besoin de se maintenir et la clarté peut alors apparaître comme une évidence tranquille. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, un déplacement du champ perceptif. La clarté ne fait pas peur parce qu'elle montre, mais parce qu'elle rend impossible à ne plus voir.